La dernière fois que nous nous sommes vus avec Nina de Spengler, c'était en février. C'était autour de l'œuvre de Tosc. Et puis à ce moment-là, on a discuté de Paul Rosen, puisque c'est Paul Rosen qui a remis un peu en place l'histoire de Victor Tosc et l'œuvre de Victor Tosc. Et surtout, il y a eu un grand débat autour du suicide de Victor Tosc, raison pour laquelle une des personnes qui s'est opposée le plus au travail de Paul Rosen, c'était Anna Freud. Elle n'a pas ouvert les archives Freud pour les recherches de Paul Rosen. Et puis, Paul Rosen, non seulement il a travaillé sur Tosc, mais il a fait des commentaires sur d'autres analystes, dont Erik Erikson, qu'il jugeait un des analystes les plus originaux à l'époque. Curieusement, Erik Erikson, c'est un disciple de Anna Freud. Il a été analysé par elle. Comment ? Il a été analysé par elle. Il a été analysé par elle et il a travaillé avec elle. Marc-Antoine, il va nous dire quelques mots sur Erik Erikson. À partir de là, j'étais déjà intéressé au livre d'Erik Erikson sur l'enfance et société. Et puis, je vous avais proposé à Lito et toi, entre autres, de peut-être parler de Luther, du jeune Luther de Erik Erikson. Et c'est presque unanimement, vous deux rapidement, vous avez dit oui, faisons Luther d'Erikson. Donc c'est le travail que nous allons maintenant faire, ce sera autour du Luther d'Erikson. Alors Marc-Antoine va nous dire quelques mots sur Erik Erikson. Ça, il fait un petit peu la transition entre la dernière séance qui était sur Anna Freud et la prochaine qui sera sur August Eichhorn. Donc Erik Erikson, c'est un psychanalyste germano-américain. Il est né en 1902, décédé en 1994. Il avait une mère danoise, un père inconnu. Sa mère émigre du Danemark en Allemagne et elle épouse un monsieur Homburger, H-O-M-B-U-R-G-E-R. Et puis, ce que j'ai trouvé intéressant, peut-être de souligner, et puis, voilà, Nina, peut-être que tu nous donneras des précisions, j'ai trouvé étonnant de voir que déjà Erikson, son nom initial était Erik Homburger. Quand il a émigré aux États-Unis et puis il a obtenu la nationalité américaine, il a changé de nom de famille et il s'est nommé Erikson, ce qui signifie dans les langues scandinaves fils d'Eric, donc il est fils de lui-même. Donc voilà, quand même étonnant. Et un point peut-être, moi je ne veux pas me mettre à délirer, mais on peut faire plein de délires, mais je trouvais étonnant en lisant Luther, avant Luther, le père de Martin Luther s'appelait Hans Luder, et puis Luther, d'après, j'ai fait juste avant une très rapide recherche, certainement inexacte, mais il aurait changé de patronyme à 34 ans. Alors voilà, je trouvais un petit peu étonnant, parce que finalement on peut se demander, voilà, est-ce que les choix d'Erik Erikson, voilà, on ne fait jamais des choix complètement par hasard, donc est-ce que son choix d'études, finalement, voilà, il s'intéresse à quelqu'un avec qui il y a une certaine identification, enfin voilà, je ne vais pas y en dire plus, mais c'était une question que je me posais. Je poursuis rapidement, quelques mots sur sa biographie. Donc il a étudié, il était artiste. Il a eu l'occasion, il était un ami d'enfance qui s'appelle Bloss, enseignait à la Hitzing Schule, donc c'est une école qui a été conçue par Anna Freud
son amie Dorothy Burlingham est Madame Rosenfeld. C'est une école donc, qui a été conçue initialement pour les enfants de Madame Burlingham, les 4 enfants. Puis ensuite, ça s'est étendu à des enfants d'analysants. Donc c'est vraiment une première expérience un peu de psychopédagogie, enfin psychanalytique, on peut dire, qui est basée sur un modèle un peu de... c'est influencé par un philosophe américain, Dewey, D-E-W-Y, qui est un philosophe américain. Et c'est vraiment une pédagogie assez horizontale, basée sur des projets. Donc, Blows, qui est un ami d'enfance d'Erik Erikson, enseigne là-bas et il a besoin d'être assisté d'un autre professeur et il demande à Eric Hamburger, il s'appelle à l'époque Hamburger, de venir. Et puis finalement, c'est comme ça qu'Erikson va mettre un pied dans la psychanalyse, va être enseignant, être analysé par Anna Freud, devenir analyste. Et puis c'est là aussi qu'il rencontrera avec Blows Eichhorn, qui a eu une influence importante sur... c'est assez passionnant de lire ça, surtout que voilà, cette école, elle se situe dans les années 27-32. C'est ça. Et si on repense un petit peu à la période autrichienne, et c'est en Autriche, donc à Vienne, il y a eu tout un mouvement après la Première Guerre mondiale où voilà, l'Autriche, l'Empire austro-hongrois était complètement abattu, il y avait une misère sociale, puis il y avait l'idée de redresser un peu la situation, de se centrer sur les enfants, comment les renforcer psychologiquement et renforcer la nation. Et puis c'est toute la période qui s'appelle la Vienne rouge où on fait des expérimentations. Donc c'est situé là-dedans, où ils expérimentent, c'est un peu une expérimentation d'une nouvelle pédagogie assez horizontale, qui est assez moderne. Je lisais le 24 heures du 10 novembre 22, on parlait d'Alain Moser, l'école Moser. Je me disais, c'est assez drôle, ça me fait penser un petit peu à cette interview. Donc je lisais l'interview, je trouvais qu'il y avait des ressemblances. Oui, et c'est un travail aussi qui est très peu connu, très dynamique à l'époque, très peu connu, parce qu'à l'époque, il y avait toutes les collaborateurs de Freud, ça grouillait de nouveautés, mais tous autour de la question des adultes. Et tout le travail avec les enfants était un peu sous-estimé. C'était un travail secondaire, parfois justement laissé soit aux femmes, soit aux non-médecins. Ouais. Avec quand même l'idée... Erik Erikson, qui n'était pas médecin, Mais c'est vrai. Mais en même temps, avec l'idée quand même le fantasme d'arriver à démontrer un peu les théories freudiennes, la validité des théories freudiennes par une observation directe. Sur la pédagogie. Sur la pédagogie. La pédagogie. Et c'est assez marrant, c'est même un appel du pied que fait Freud dans ses écrits, quand il écrit je ne sais plus, des écrits du début du XXe, j'ai plus le nom comme ça en tête, mais il parle de l'utilité de s'intéresser à l'enfant pour démontrer ses théories. Et donc Erikson n'a pas fait l'université? Il a suivi l'école Montessori comme Anna Freud, elle l'a encouragé à suivre ça à Vienne. Maintenant, je ne sais pas. Il a une formation de pédagogue. Il n'est pas médecin. Il n'est pas médecin, mais est-ce qu'il a une formation de pédagogue? Il a fait l'école Montessori. En cours pendant ces années, ça a duré 5 ans cette expérience-là. Et c'est l'école qui formait à enseigner et à être éducateur pour les enfants, c'est ça? Montessori, oui, tout à fait. C'est aussi une nouvelle pédagogie qui a été introduite par une femme médecin romaine. Je connais l'école, mais il l'a fait en tant qu'enseignant, pas. Comme élève, il a été comme élève pour se perfectionner. C'est ce que j'ai lu rapidement. Parce qu'une des choses que Rosen disait, c'était qu'il était toujours mal à l'aise dans l'espace académique parce qu'il n'avait pas fait une faculté. Et ensuite, après... Ça l'a pas empêché d'être professeur aux États-Unis. À Harvard et autres, n'est-ce pas? Elle était appelée dans les plus grandes universités. Pour ses recherches. Comment? Et d'avoir beaucoup d'argent pour ses recherches. C'est ça, je pense que, mais il faut ajouter un point, c'est que son travail était très original. Oui. À une époque où la psychanalyse était très marquée par les dogmatismes, lui, il a ouvert un nouveau champ qui est celui
du rapport entre l'individu et la société, mais plus encore, c'est presque de la psychanalyse et de l'histoire, où la psychanalyse elle devenait un instrument pour l'histoire. Et ça, c'est... L'histoire et ça ouvre des... Mais c'est quelque chose qui ne pourrait pas exister aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ceux qui n'est pas universitaires n'entrent nulle part. Comme c'était aussi l'époque où Mélanie Klein, ceux qui n'étaient pas universitaires, a pu percer. Donc c'était une époque très spéciale. Mais il ne parle même pas souvent de psychanalyse, il parle beaucoup de psychologie. Ça serait mais une psychologie tout à fait analytique, tout à fait orientée dans la psychanalyse. Je peux prendre un peu d'eau? Oui, bien sûr. Tu veux avec sans gaz? Je termine, je dis juste un petit mot et puis j'enchaîne un petit peu. Il est tombé un peu dans une époque bénie parce qu'il a pu faire finalement se former sur le tas et faire cette école Montessori puis faire une analyse. Et puis quand il est arrivé aux États-Unis, donc avec le nazisme et toute cette immigration des juifs persécutés, il est parti dans les années 30 aux États-Unis. Et puis il a eu la chance de pouvoir suivre des patients adolescents, alors que les lois qui restreignaient l'accès à la clinique pour les non-médecins et non-américains, c'est venu un peu plus tard. Donc il s'est un peu glissé entre les gouttes. Et puis, aux États-Unis, donc, ce que je trouvais intéressant de souligner par rapport, donc, c'est un disciple d'Anna Freud, et puis il y a tout ce regard qui est porté justement sur, d'une certaine manière, sur l'environnement, sur le rôle des parents. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aux États-Unis, il a étudié aussi des Indiens, et puis les réactions. Alors là, c'est très livresque ce que je vous dis, parce que j'ai rien lu. J'ai lu des résumés d'encyclopédie, mais il a étudié sur le déracinement des Indiens, et finalement, il s'intéresse à la question de l'influence du moi, de la culture, des interactions sociales, donc l'influence de la culture, si on veut, on est plus dans un mouvement culturaliste, qui joue un rôle important dans le malaise de ces Indiens, plutôt que la question pulsionnelle. Donc on voit déjà que les choses se dévient. Un autre point que je trouve intéressant, ce qu'il amène de nouveau, c'est qu'il ajoute 4 stades supplémentaires au développement, donc il y aurait 8 stades. Il y a une notion de potentiel positif d'une crise pour lui. C'est quand même assez différent d'une vision un peu sombre, freudienne, avec la pulsion de mort. Et puis là, je fais la transition. C'est par exemple, au tout début de Luther, avant Luther, il parle justement de cette crise existentielle que vit Darwin, que vit Freud, et puis aussi que vit bien sûr Luther. Et Hitler. Il le compare avec Hitler. Il parle du jeune Hitler, pas seulement du jeune Luther. Et il parle justement de ce que ça a produit en termes de créativité, où il y a une période, Darwin rate ses études de médecine, il prend le bateau Beagle, il observe la nature, les oiseaux, et puis ça l'amène à découvrir, de mettre de côté sa névrose, d'après ce qu'il dit, et de découvrir l'évolutionnisme, la théorie de l'évolution. Freud, lui-même va faire son auto-analyse et puis il va sortir de ce complexe paternel, on le découvre, en tout cas il va en faire quelque chose et puis découvrir l'Édipe et amener quelque chose de nouveau dans sa théorie. Et puis voilà, Luther, je m'arrête là, mais je trouve que c'est important de souligner ces deux aspects-là, cette influence culturaliste d'Anna Freud, et puis cet aspect... c'est ce potentiel positif d'une crise qui amène à une créativité. Oui, c'est même la spécificité d'Erikson, c'est de parler des changements, des stades du développement, mais des changements dans le développement. Et il met ça en parallèle avec les changements sociaux, ce qui est très intéressant. Ce qui est plus discutable, c'est qu'il va jusqu'à dire que les changements dans la vie d'un individu sont responsables des changements sociaux.
Ça, on pourra discuter après ce que Nina va nous dire.